Bonjour, je m'appelle Géraldine et je vous souhaite la bienvenue pour ce 3e épisode du podcast Let's Talk Diabetes qui parle du diabète sans filtre, ni stigmatisation, ni stéréotype. Cette série de podcasts a été conçue pour les personnes atteintes ou non de diabète. Vous entendrez ici des témoignages inspirants de personnes vivant avec un diabète, de leurs proches et d'experts qui vous raconteront leur parcours de vie avec le diabète. Nous espérons que ces témoignages vous permettront d'en apprendre plus sur le diabète, qu'ils vous inspireront et vous rassureront. Aujourd'hui, nous explorons un sujet essentiel mais souvent méconnu, le diabète et la vie professionnelle. Que vous soyez directement concerné par le diabète, que vous connaissiez quelqu'un qui l'est ou que vous soyez simplement curieux d'en savoir plus, ce podcast vous apportera des éclairages précieux sur la manière dont cette maladie chronique influence ou non la vie professionnelle d'une personne vivant avec un diabète. Pour en discuter, j'ai le plaisir d'accueillir Jean-Willy et Maître François Chapira, avec qui nous allons aborder ce thème. Bonjour Jean-Willy. Bonjour. Bonjour François. Bonjour Géraldine. Bonjour, merci à vous deux d'être là aujourd'hui. Jean-Willy, je vais commencer avec toi. Tu nous viens de Pérué, tu as 60 ans, 2 enfants et tu vis avec un diabète depuis l'âge de 30 ans. Avec toi, nous allons parler de comment gérer sa vie professionnelle lorsqu'on apprend qu'on a un diabète. François, tu es avocat spécialisé en droit du travail, tu travailles dans le cabinet Yellow et avec toi, nous allons aborder les aspects juridiques de ce sujet. Et j'ai commencé par toi, Jean-Willy. Tout d'abord, est-ce que tu peux nous raconter ton parcours professionnel avant le diagnostic de ton diabète ? Oui, bien sûr. J'ai toujours voulu être pilote de ligne et donc après mes études secondaires scientifiques, j'ai essayé l'université sans grand succès. Mais mon idée de carrière, c'était vraiment l'aviation. Et donc, j'ai pu passer les concours d'entrée pour l'école de la Sabena à l'époque. On était en 1985. Et donc, j'ai suivi les cours de cette école pour obtenir la licence de pilote. Et j'ai donc travaillé comme second pilote sur Boeing 737 pendant 6 ans. Et puis là, on a, lors de l'examen médical annuel, découvert qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas, et qui était donc la glycémie qui était trop élevée. Et donc, c'est de là qu'a découlé le diagnostic de diabète. Et donc, tu étais pilote depuis 6 ans. Oui. Comment as-tu réagi à cette nouvelle ? Assez mal, je dois dire. C'est assez brutal parce qu'on passe donc cet examen tous les ans et puis sans vraiment de préavis puisque je n'avais aucun symptôme de la maladie. On est contraint de tout arrêter et oui, ça a fait assez mal. Comme j'ai pu très vite retrouver un travail, je n'ai pas vraiment eu le temps de ruminer dans mon coin tout ce problème. Mais oui, c'était un sérieux coup sur la tête. Oui. Mais tu disais que tu n'avais aucun symptôme, parce que souvent c'est l'inverse. Des personnes ont des symptômes et après vont voir un médecin. Là, c'était l'inverse en fait. Oui, moi je ne ressentais rien et il n'y avait effectivement encore rien. Ma glycémie était au-dessus de la norme, mais à un stade tout à fait précoce de la maladie et il n'y avait donc aucune trace extérieure, je dirais, des symptômes habituels que l'on connaît du diabète. Symptômes que je n'ai finalement jamais eus, puisque forcément, comme on a découvert le problème très tôt, on a commencé très tôt le traitement par insuline et je n'ai... En fait, j'ai jamais vraiment été malade. D'accord. Oui. Mais voilà, donc oui, tout allait bien et on m'a dit tout à coup, ah non, ça ne va pas. Et donc là, tu as 30 ans. Oui. Et tu dois complètement réinventer ou rediriger ta vie ou ta vie professionnelle. Oui. Oui, là, vraiment, je ne savais pas quoi faire. Chance ou pas, pour moi, à ce moment-là, la compagnie aérienne dans laquelle je travaillais était en pleine expansion et ils avaient besoin de gens pour faire gérer l'entraînement et faire de l'instruction sur les simulateurs de vol. Et donc, on m'a proposé de rester dans la compagnie comme instructeur.
Et comme je dis souvent en rigolant, mais comme je ne savais rien faire d'autre que piloter des avions, je me suis dit, oui, je vais faire ça. Et donc, j'ai fait là ma formation d'instructeur. Et j'ai commencé à travailler comme ça, comme instructeur simulateur, sur simulateur de vol, ce que je fais encore maintenant. Est-ce que cette transition s'est passée fluidement Fluidement, oui. Parce que les gens avec qui je travaillais, mes supérieurs dans la compagnie étaient vraiment avec moi. Mm-hmm. Ils m'ont vraiment soutenu dans ce passage. Mm-hmm. Et j'avais des collègues qui étaient vraiment chouettes. Et ça s'est bien passé. J'ai dû travailler, bien sûr, parce que je n'avais jamais fait d'instruction. J'ai dû me former pour pouvoir en donner, mais oui, ça s'est passé relativement en douceur, je dirais. Mais donc ton employeur t'a proposé une formation pour devenir instructeur? Oui, parce qu'eux avaient besoin d'instructeurs, mais je ne pouvais pas être instructeur comme ça sans la moindre formation, et donc oui, j'ai dû faire l'entraînement pour pouvoir donner des cours sur l'avion. Mm-hmm. Je m'adresse maintenant à François Maître Chapira. Dans le cas de Jean-Willy, c'est un contrôle médical au travail qui a révélé son diabète. Cependant, dans un autre contexte, si une personne découvre qu'elle est atteinte d'un diabète, est-ce qu'elle est obligée d'en informer son employeur? Écoutez, généralement, si une personne découvre qu'elle est atteinte de diabète, par exemple, par le biais d'une visite chez le médecin traitant, la première chose qu'elle devra faire, c'est évaluer, le cas échéant avec l'aide de son médecin traitant, si ce diabète est susceptible d'impacter la manière dont elle exerce effectivement son métier chez son employeur. Si ce diabète n'a aucun impact sur son job actuel, il n'y a aucune obligation dans le chef du travailleur d'en informer son employeur. Il poursuivra sa carrière comme il l'a toujours faite au sein de son employeur actuel. Par contre, la question va évidemment se poser à partir du moment où le diabète est susceptible d'impacter la manière dont le travailleur effectue sa relation de travail. Et là, je pense que le conseil qui peut être donné aux travailleurs dans ce cadre-là, c'est de s'adresser au médecin du travail. Il faut savoir que tout travailleur a la possibilité de demander une consultation spontanée chez le médecin du travail. Si par exemple le diabète n'est pas révélé à l'occasion d'un examen médical en tant que tel, comme ça a été le cas chez Jean-Willy, et il appartiendra à ce moment-là au médecin du travail de formuler des recommandations, des aménagements qui vont être adressés à l'employeur, qui devra évaluer les aménagements qui lui sont proposés par le médecin du travail, qui en aura discuté avec le travailleur, évaluer dans quelle mesure ceux-ci peuvent être effectivement mis en œuvre. Et est-ce qu'il y a des métiers sur lesquels il y a des restrictions? Donc, d'abord, la question qu'il faut se poser, c'est à partir du moment où un employeur veut engager un travailleur, peut se poser la question effectivement de savoir est-ce qu'il y a concrètement un examen d'aptitude qui doit être effectué chez l'employeur. Il faut savoir que l'employeur, en tant que tel, n'a pas le droit de poser des questions relatives à l'état de santé du travailleur lorsqu'il s'apprête à engager ce travailleur. Les seuls cas dans lesquels il est possible de demander au médecin du travail préalablement à l'embauche d'effectuer un examen médical préalable à l'embauche, c'est pour 3 types de postes, ce qu'on appelle les postes de vigilance. Donc, c'est le cas du travailleur qui va effectivement surveiller une machine de manière continue. Les postes qu'on appelle les postes de sécurité, c'est-à-dire lorsque vous conduisez un engin, lorsque vous pilotez un avion, le cas échéant, ou lorsque vous êtes grutier. Là, à ce moment-là, il y a aussi un examen médical préalable à l'embauche. Et le 3e cas, c'est les activités à risque défini. Toute activité qui peut entraîner un risque psychosocial, mental, physique pour le travailleur. Dans ces 3 cas-là, le travailleur devra passer un examen médical préalable à l'embauche. Et dans ce cadre-là, le médecin du travail fera ce qu'on appelle une anamnèse professionnelle. Et c'est dans ce cadre-là que, généralement, le diabète va se révéler. Et à ce moment-là, ce sera au médecin du travail
d'évaluer dans quelle mesure est-ce que le diabète constituerait une restriction pour le poste pour lequel le travailleur postule effectivement. Et s'il estime que ça peut constituer un motif d'inaptitude, le cas échéant, le médecin du travail le dira et cela ne débouchera pas évidemment sur la conclusion d'un contrat de travail. Mais si cela débouche uniquement sur des difficultés à exercer le poste en question, il appartiendra là aussi au médecin du travail de formuler des recommandations qui devront être mises en œuvre par le futur employeur. Mais en tant que tel, l'employeur n'aura pas la possibilité lui-même, dans le cadre d'un entretien d'embauche, de poser des questions sur l'état de santé et, le cas échéant, la possible affection au diabète dont souffre le travailleur. Oui, parce que dans ton cas, Jean-Willy, tu étais pilote, c'était ton rêve, ta passion, ton métier, ce que tu voulais faire. Ton employeur t'a très vite proposé un autre travail, dans la même structure. Donc, oui, tout à fait. Oui. Mais j'imagine que dans d'autres métiers, il n'est pas toujours possible de proposer quelque chose qui rejoint en fait la formation. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là ? Il faut savoir que lorsque, et le terme que j'utilise n'est pas péjoratif, mais il faut savoir que dans la jurisprudence belge, notamment, le diabète est considéré comme un handicap. Alors, c'est pas péjoratif, justement, ça confère une protection plus importante encore aux travailleurs. Un handicap, au sens des relations de travail, c'est lorsqu'un travailleur est limité de manière durable dans l'exercice d'une activité professionnelle en raison de sa santé. Et le diabète a été considéré par la jurisprudence belge comme étant un handicap. Et à partir du moment où vous posez cette qualification-là, l'employeur qui est informé de cette affection dont souffre le travailleur, le diabète, a une obligation de mettre en place des aménagements raisonnables. C'est-à-dire qu'il va devoir mettre en place des mesures qui devront permettre aux travailleurs vivant avec le diabète de pouvoir continuer à exercer son travail à égalité avec d'autres travailleurs qui exerceraient la même fonction. Et donc, il appartiendra à l'employeur quelque part de faire tout ce qui est en son pouvoir pour faire en sorte que le travailleur puisse continuer à exercer le travail ou alors puisse être engagé à la fonction pour laquelle il a postulé. Mais concrètement, ça veut dire quoi ? Et donc concrètement, ça veut dire, dans le cas d'un travailleur qui vit avec le diabète, ce serait par exemple prévoir des pauses plus régulières. Ce serait par exemple prévoir un local de repos dans lequel le travailleur peut, le cas échéant, se reposer s'il a une baisse d'énergie. Ce serait par exemple prévoir un endroit dans lequel le travailleur peut mettre ses médicaments, sa seringue, un frigo par exemple dans lequel il peut stocker tout cela. Ce serait par exemple prévoir un aménagement des horaires de travail, tout simplement. Ça pourrait aller jusqu'à, comme dans le cas de Jean-Willy, proposer une autre fonction qui serait disponible au sein de l'entreprise. Et donc, il faut savoir que cette obligation d'aménagement raisonnable va assez loin. Et c'est un peu flou quand même. C'est un peu flou. comme souvent, le droit est très flou, mais il faut savoir que cette obligation d'aménagement raisonnable peut même aller jusqu'à, effectivement, proposer une formation aux travailleurs pour qu'ils puissent exercer un autre poste compatible avec le diabète. Et ça a été le cas chez Jean-Willy, en l'occurrence. En tout cas, dans ton cas, ton employeur t'a proposé un autre métier, une autre formation, mais est-ce qu'il y a eu d'autres aménagements que ton employeur a proposés ? Non. Je précise aussi que c'était il y a 30 ans. Oui. Donc, il n'y avait pas de choses... je ne sais pas quand ça a commencé, je n'ai aucune compétence là-dedans, mais il n'y avait rien de spécial. Et il y a aussi le fait que moi, personnellement, j'ai toujours mis un point d'honneur à ne pas devoir être traité différemment par rapport aux autres qui exerçaient, mais là, le métier d'instructeur, plus le métier de pilote, parce que là, c'était à part. Mais j'avais des collègues instructeurs sur simulateur et je ne voulais surtout pas que mon cas fasse une différence par rapport à eux. Est-ce que c'est aussi peut-être parce que tu disais que tu n'as pas eu l'impression d'être malade, entre guillemets, et que... Aussi, oui, sans doute. Tu n'as jamais ressenti les symptômes Non. Non, jamais. Et j'ai toujours mené une vie
normal, enfin, entre guillemets, bien sûr, puisqu'il y a toujours le suivi, l'insuline, etc. Mais professionnellement, j'ai jamais demandé le moindre aménagement d'aucune sorte. On m'en a pas proposé, mais encore une fois, à l'époque, les choses ne se passaient pas forcément comme maintenant, mais ça ne m'a pas manqué non plus. Hein. Alors, bon, c'était il y a 30 ans. Est-ce qu'entre-temps, je ne sais pas si... Est-ce que tu as une vue sur... Est-ce que ça a changé entre-temps? Est-ce qu'il y a dans ton Sûrement. Oui, il faut savoir que les lois antidiscrimination sont apparues en 2007. Hein. On a vraiment eu tout un arsenal législatif à partir de ce moment-là qui visait justement à protéger le travailleur de tout type de discrimination. C'est dans ce cadre-là que la notion d'aménagement raisonnable est apparue. Plus précisément même, la notion de handicap au sens de la législation et de la jurisprudence est apparue en 2013, donc encore un peu plus tard. Et donc depuis lors, on voit véritablement qu'il y a un effort de la part du législateur de conscientiser, je vais dire, de plus en plus les employeurs qui seraient confrontés à la différence, ici basée sur l'état de santé du travailleur ou du candidat. Et est-ce que tu parlais de discrimination, est-ce que tu l'as vécu comme une sorte de discrimination de ne pas pouvoir continuer à exercer ce pourquoi tu avais étudié Discrimination, non, pas vraiment, parce que c'était dans la loi comme ça. Et j'ai toujours été quelqu'un qui voulait appliquer les règles, et donc bon, elles s'appliquaient à moi, malheureusement, mais non, injustice, oui, mais ça, c'est, je crois, tout le monde qui a ce genre de problème. Par après, disons que là où je me sentais un peu discriminé dans le cas du diabète, c'est quand je voyais que les mêmes lois autorisaient, par exemple, des gens avec certains problèmes cardiaques, pas forcément des problèmes, je ne m'y connais absolument pas en problèmes cardiaques, mais réaction épidermique, je dirais, où là, je me disais, mais enfin, eux ils peuvent, et moi, je ne peux pas. Et là, j'ai essayé de me renseigner, j'ai remarqué et j'ai appris que dans certains pays, comme au Canada ou au Royaume-Uni, il y avait des aménagements qui étaient faits dans les procédures pour que des pilotes puissent continuer. Mais il n'y a que très très peu de pays qui l'autorisent, et beaucoup, et y compris la Belgique. Je m'étais adressé aux autorités compétentes en Belgique qui m'ont dit jamais on autorisera ça. Et là, oui, ça fait un peu mal parce qu'on se dit, mais enfin, dans certains pays, c'est possible, et dans d'autres, ça n'est pas possible. Il y a quelque chose qui ne va pas. Oui, c'est une sorte de frustration. Une frustration, tout à fait, oui. Tout à fait. Et tout à l'heure, tu parlais de la loi, elle est trouble alors qu'elle devrait être claire pour moi. Mais bon, il y a aussi des décisions de justice, la jurisprudence. Est-ce qu'il y a des précédents dans la loi belge ou dans la jurisprudence belge? Oui, alors tu as un arrêt qui a été rendu en 2018 par la Cour du travail de Bruxelles, où l'histoire était la suivante. On avait un ouvrier qui s'occupait du nettoyage de locaux et qui vivait avec un diabète, enfin qui vit toujours probablement avec un diabète instable de type 1, qui était responsable de fréquentes crises d'hypoglycémie. On constate que le travailleur arrive fréquemment en retard sur son lieu de travail. Et ces retards étaient précisément justifiés par des raisons médicales qui étaient attestées par le médecin du travail. Et il se trouve qu'un jour, ce travailleur va être retrouvé endormi sur une chaise, et sa supérieure hiérarchique va le retrouver endormi. On va lui notifier un avertissement, on va même organiser une audition disciplinaire avec ce travailleur, dans le cadre de laquelle toutes sortes de faits vont lui être reprochés, tous en lien avec son diabète, des somnolences, des retards, des absences, des réactions virulentes lorsqu'on lui fait une remarque. Et le travailleur va donc à ce moment-là demander précisément des aménagements à son poste de travail, souplesse au niveau des horaires, possibilité de faire une pause complémentaire, tous les aménagements que j'évoquais. Et pour seule réponse, il va recevoir de l'employeur, écoute, à partir de maintenant, tu vas bouger de Berchem à Molenbeek et tu ne vas plus travailler en horaire du matin, tu vas travailler en horaire de l'après-midi.
Et là-dessus, le travailleur va mettre l'employeur en demeure d'être réintégré dans sa fonction et il va finalement, le travailleur, être licencié pour manque de respect vis-à-vis de sa hiérarchie, puisqu'il y aura eu quelques échanges de courrier un petit peu virulents entre eux deux. Et là, la Cour du travail va justement consacrer cette notion de handicap par rapport au diabète et va conclure à l'existence d'une discrimination en disant le travailleur, en l'espèce, il est soumis aux mêmes règles que les autres travailleurs qui ne vivent pas avec le diabète, alors que ces règles sont susceptibles d'entraîner pour lui un réel désavantage. On lui fait des avertissements parce qu'il est en retard, on lui refuse de stocker son matériel médical pour ses injections, on lui fait un rapport disciplinaire parce qu'il s'endort, et l'employeur refuse de mettre en place des aménagements raisonnables sans justification. Et donc, on va condamner l'employeur, ici, la Cour du travail va condamner l'employeur à une indemnité de 6 mois de rémunération pour discrimination et de 6 mois pour refus de mise en place des aménagements raisonnables. Donc, c'est là qu'on voit que, je parlais du législateur qui est attentif depuis 2007, mais que les cours et tribunaux sont, elles aussi, sensibles à ce type de cas lorsqu'ils arrivent malheureusement au prétoire, devant les juges, et sont là aussi comme garants, comme protecteurs du travailleur vivant avec le diabète. Et justement, comment et est-ce que la loi pourrait ou devrait changer en faveur des personnes qui vivent avec un diabète ? Écoute, moi je pense que, comme je le disais, l'arsenal législatif, il évolue encore à l'heure actuelle. Il faut savoir qu'on a des changements en législation anti-discrimination qui, on voit que le dénominateur commun de ces changements sont toujours en faveur de la protection des travailleurs. Moi, je pense qu'on a un arsenal législatif relativement abouti par rapport aux personnes qui ont un état de santé fragile. Là où je pense par contre qu'il y a des efforts qui pourraient être faits, c'est plutôt au niveau médecine du travail. Alors, je ne suis pas là pour critiquer les médecins, je suis moi-même fils de 2 médecins, donc je serais mal placé de les critiquer. Je pense que la médecine du travail fait du bon travail précisément, mais que dans les recommandations qui sont formulées par la médecine du travail, je pense qu'il y a davantage un dialogue qui doit être mis en place entre médecins du travail, employeurs et travailleurs, pour que la réintégration, ou en tout cas les aménagements qui sont mis en place, soient une réussite pour l'ensemble des parties. Et donc, je pense que là, il devrait y avoir un dialogue beaucoup plus soutenu entre ces différentes parties pour que, et ça n'a rien à voir avec un travail à faire du point de vue du législateur, mais je pense que dans la vie de tous les jours de l'entreprise, on doit permettre à l'employeur et aux travailleurs de mettre en œuvre facilement les recommandations et les aménagements qui sont mis en place et qui sont décidés par le médecin du travail au terme d'une visite médicale avec le travailleur. Jean-Willy, oui. Avec le recul, quel conseil donnerais-tu à une personne qui est obligée de changer sa vie professionnelle suite à une nouvelle comme ça ? Si c'est quelque chose qui n'est vraiment pas possible, je dirais qu'il faut essayer de trouver une autre voie. C'est vrai ? Oui, enfin une autre voie. Un autre environnement. S'intéresser à autre chose, oui. Partir sur autre chose et, à la limite, je dirais faire table rase du passé. C'est quelque chose que moi, je n'ai pas vraiment su faire et j'en souffre encore tout le temps. Mais avec le recul, maintenant, je me dis que si j'avais, à ce moment-là, eu la possibilité aussi, parce qu'il faut que ça se présente, de partir dans une autre voie, je l'aurais fait. Tu as hésité à le faire ou J'ai hésité à le faire. J'ai voulu commencer des études en cours du soir, dans un domaine tout à fait différent, mais avec mon métier d'instructeur, c'est un métier où on travaille le jour, la nuit, le samedi, le dimanche. C'est très flexible comme horaire, vraiment. Et ça ne s'arrangeait pas avec mon travail et les études. Et bien sûr, mon patron de l'époque voulait me donner du crédit temps pour suivre ses cours. Mais les prestations que je devais effectuer et que j'étais seul
à pouvoir effectuer. C'était pas compatible. Elles n'étaient pas compatibles. Donc, j'ai laissé tomber ces cours du soir que j'ai suivis pendant à peu près 1 an. Et bon, après, j'ai continué. Et puis, les années passent, on fait d'autres choses. Il y a des enfants qui arrivent, la vie continue, quoi. Mais je me dis, quand on discutait ensemble, je disais que quand je viens travailler dans les environs de l'aéroport, chaque fois que je vois des avions qui décollent, ça me fait mal. Oui. Je crois que si j'étais vraiment parti ailleurs, j'aurais pas eu cette douleur continue. Cette boule au ventre. Perpétuelle. Tu me disais, le diabète me fait mal tous les jours parce que tu es sans cesse confronté à ce que je vivais. Oui, à ce que tu vivais, à ce que tu aurais voulu faire. Oui. Et le fait de changer complètement aurait pu peut-être atténuer la douleur. J'utilisais une image où je disais que toutes les années d'instruction que j'ai fait, j'ai expliqué aux autres comment réaliser mes rêves. Quoi. Et bon... Et comment ça va aujourd'hui ? Ça va. J'approche de la pension. Maintenant, j'ai deux grands-enfants qui, eux, malheureusement, sont diabétiques aussi tous les deux, mais qui se débrouillent très bien et qui sont partis dans des voies qui leur plaisent. Et donc, il y a du positif, il n'y a pas que le travail. Ouais. Oui, c'est vrai, il n'y a pas que le travail. C'est une belle conclusion. Merci beaucoup, Jean-Willy et Maître Chapira. Merci, François. Un grand merci pour votre présence, votre temps et votre expertise à tous les deux. Chers auditeurs, merci pour votre écoute. Nous espérons vous avoir inspiré et vous donnons rendez-vous pour le prochain épisode de Let's Talk Diabetes. Vous aimeriez disposer de plus d'informations sur le diabète, trouver davantage d'inspiration? Rendez-vous sur letstalkdiabetes.be. Cette série de podcasts est une initiative d'Abbott Diabetes Care et a été réalisée avec le soutien de l'Association du diabète, le fonds Hippo & Friends pour le diabète de type 1 et la Diabetes Liga. Toute personne vivant avec un diabète peut faire appel au soutien de l'Association du diabète en formant le 02 374 31 95 du lundi au vendredi de 9h à 12h30 ou par email à info@diabète.be. Et ne l'oubliez pas, vous n'êtes pas seul et nous ne laissons personne de côté. Les points de vue, positions et opinions exprimés dans ce podcast sont uniquement ceux des personnes impliquées et ne reflètent pas nécessairement les points de vue des laboratoires Abbott. Les points de vue, positions et opinions représentés ainsi que toute référence à un produit ou une entité spécifique ne constituent pas une approbation ou une recommandation de la part d'Abbott. Les personnes interviewées n'ont reçu aucun produit ni aucune compensation en échange de leur opinion honnête et de leur critique de produit. Les informations fournies ne sont pas destinées à être utilisées pour un diagnostic ou un traitement médical, ni pour remplacer un avis médical professionnel. Veuillez consulter votre médecin ou un prestataire de santé qualifié concernant votre état et le traitement médical approprié. Les symptômes, situations et circonstances individuelles peuvent varier.